Ce qui s'est passé, c'est que quelque chose s'est passé. Elle a dit: «Achète le journal, maintenant». Parce qu'elle avait dit: «Va chercher le journal». J'ai légèrement changé de direction. J'étais en biais, donc j'étais sur ma droite et heureusement, j'avais traversé la route à angle droit et je n'étais pas allée tout droit. Plus tard, la police a dit que si j'étais allée tout droit, ma tête serait passée à travers le pare-brise de cette camionnette. Il n'y avait pas de retour en arrière. Je veux dire, ça aurait été coupé. Je voudrais accueillir Anne Bayford dans l'émission. Comment ça va, Anne? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais très bien. Merci beaucoup d'être venue à l'émission et de partager votre histoire de vie très intéressante avec nous. C'est une histoire fascinante. Vous n'avez pas eu une seule EMI, mais apparemment plusieurs, ce qui amène la première question. Qu'est-ce que vous faites de mal? Vous devez arrêter ça. Vous mourrez beaucoup trop souvent en une seule vie. Généralement, on en a une seule. Et si vous revenez de celle-là, c'est un expert. Maintenant, tu en fais trois, je pense, à ce stade. Donc, on va en parler et on va en discuter dans un instant. Mais ma première question est, comment était ta vie avant que tu aies ton expérience de mort imminente? D'accord, par où commencer? Mon Dieu. Bon, voyons voir. En remontant à mon enfance, quand j'étais bébé, ma mère a toujours dit qu'il y avait quelque chose d'un peu différent chez moi. Donc, dès que j'étais bébé, elle disait que le berceau se balançait. Mais personne n'était dans la pièce, évidemment. Je ne m'en souviens pas du tout. Et puis je me souviens, je peux remonter jusqu'à l'époque où je portais des couches. Donc, quand j'avais seulement quelques mois, je me souviens de beaucoup de détails sur l'endroit où nous vivions. Ce qu'on m'a toujours dit: «C'est impossible, tu étais un bébé». Et puis, je voyais toujours des gens traverser les murs et j'avais des conversations avec les animaux, comme on le fait. «Alex, tu ne trouves pas ça bizarre quand tu es enfant? Tu penses que c'est normal?» Eh bien, tout. Quand tu es enfant, ton environnement, tes circonstances, tu crois que c'est normal parce que tu n'as pas d'autre point de référence. Donc, si tu es dans une maison abusive, c'est juste que tout le monde a ça. Si tu es riche, tu es ça. Si tu es pauvre, tu es ça. Si tu vis sur l'océan, sur un bateau, tout le monde ne le fait-il pas? Donc, c'est très similaire à cela. Donc, pendant ton enfance, en grandissant et encore enfant, c'est probablement comme oh, tout le monde ne voit-il pas des gens traverser les murs? C'est une chose. Et entendre des animaux, vous savez, le truc à la docteur Dolittle. Après un moment, vous avez eu un déclic en vous disant attendez un alors, que s'est-il passé quand cette réalité du monde vous a frappé? Oui, c'est un peu étrange quand tu es l'enfant bizarre à l'école et que tous les enfants arrêtent de t'embêter parce que tu parles aux vers de terre et à d'autres créatures et que tu es dans la cour de récréation pendant qu'ils jouent à d'autres jeux, comme le jeu du bisou ou peu importe ce que c'était à l'époque. Et je me souviens que j'étais un enfant dyslexique, mais j'adorais lire. Et je me souviens d'aller à la bibliothèque avec le panier de courses de ma grand-mère pour le remplir de livres. Mais je ne voulais jamais. J'ai parcouru les livres pour enfants et je me souviens d'avoir parlé au bibliothécaire. Je devais avoir environ 9 ans, ou même plus jeune, 7 ans à peu près. Je voulais apprendre plus d'informations. Je me souviens que j'étais obsédée par les pyramides et tout ce qui concernait l'histoire. Et je ne m'intégrais tout simplement pas. Et je me rappelle que j'étais toujours isolée. En grandissant, ma mère m'a mis en garde en me disant que les autres pourraient te trouver étrange. C'est juste dans ta tête. Cela me donnait un sentiment de bizarrerie. Mon premier animal de compagnie était un serpent. J'étais le seul enfant du quartier à apprécier les reptiles. Je l'emmenais partout avec moi, mais je restais en marge. Je ne m'intégrais nulle part. Je n'étais tout simplement pas la fille typique, l'enfant. Et puis je me souviens, j'avais environ 15 ou 16 ans, et ma mère m'a dit, c'était comme elle avait été mariée plusieurs fois. Notre éducation était très particulière, avec des religions différentes. Un père était catholique italien, un autre rastafari jamaïcain, et le troisième étudiait le bouddhisme. On a connu la richesse puis la pauvreté. C'était vraiment étrange. Elle m'avait prévenu, si je ne faisais pas attention, ils allaient m'enfermer en asile psychiatrique. Et donc, alors j'étais comme, oh, je dois la fermer. Et donc, c'était difficile parce que je pensais juste qu'il devait y avoir quelque chose qui cloche chez moi. Et je pensais, eh bien, peut-être que j'invente tout ça. Peut-être que c'est mon imagination et je ne comprenais pas. Voilà ce qui s'est passé. Et juste quand je suis devenue adulte et que je travaillais, j'entendais toujours les animaux parler et je pensais que les gens pouvaient aussi entendre les animaux. Je regardais une émission quand j'étais enfant et ce présentateur célèbre s'appelait Johnny Morris et il parlait et les animaux, c'était comme s'il comprenait ce que les animaux disaient. Et je ne m'en suis souvenu que lorsque je suis devenue gardien de zoo.
J'étais tellement dévastée, Alex. Je pensais vraiment que tout le monde pouvait entendre les animaux parler. Et j'étais gardien de zoo à l'époque. J'avais environ 19 ans et je me souviens que Johnny Morris est venu et pour moi c'était comme oh mon Dieu, enfance, tu sais, peu importe. Et j'ai commencé à lui parler et je m'occupais des grands félins, des lions et des tigres et tout ça et j'adorais ça. Et je me souviens qu'il faisait une voix off pour quelque chose et je lui ai dit est-ce que tu entends ce qu'ils disent? Et il a répondu oh non, ils ne parlent pas du tout. Et j'ai dit quoi? Tu veux dire que tu fais juste semblant de les entendre parler? Il a dit que personne n'entend les animaux parler. J'ai répondu que moi, je les entends. Peu importe. C'est la fin de ça. Puis il dit, d'accord, je dois y aller, je dois prendre un café. J'imagine, psychologiquement, ça a dû être vraiment difficile en grandissant. Je me considère un peu bizarre aussi. Je suis devenu cinéaste à une époque où personne ne comprenait vraiment ce que faisait un cinéaste. Et mes parents ne comprennent toujours à peine ce que je fais, sans parler du fait que je suis maintenant podcasteur. Pour l'amour du ciel, je me dis, c'est quoi un pod? Quoi tu t'en sors? Moi, je dis, ça va. J'ai toujours été un peu en dehors, moi aussi. Moi, je pense que la plupart des gens se sentent en dehors d'une certaine manière, mais là, c'est différent. Pour être juste, tu te balades avec un serpent. Tu ne t'aides vraiment pas. Je pensais que c'était normal. Alex, qui voulait un lapin. Nous avions des chevaux à l'époque. Nous avions des chiens et des chats, mais ils sont un peu ennuyeux. Donc oui, Psychologiquement, à mesure que vous approfondissez votre supposition, gérer les relations en général a dû être difficile. De plus, la suppression de cela signifie que vous retenez en vous une sorte de dragon enragé, comme j'ai entendu dire par de nombreuses personnes. Essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas est vraiment difficile à gérer. Comment avez-vous fait face à tout cela? eh bien, j'ai mal fait en tant qu'humain. Je ne l'ai pas très bien géré, je veux dire, littéralement. C'est tellement compliqué. Mais il y a eu une période où j'ai eu beaucoup de fausses couches aussi. Et je me disais, mon Dieu, que se passe-t-il? Et j'ai fini dans un hôpital psychiatrique. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je n'y suis pas restée longtemps, mais je me souviens que j'étais internée et ils ont dit parce que vous entendez des voix. Et j'étais comme mais c'est normal maintenant. Si on dit que quelqu'un entend des voix, ils sont probablement médiums ou quelque chose comme ça, ou ils sont des canaux, on accepte que c'est normal maintenant. Dieu merci. Mais à l'époque, parce que j'ai 54 ans, mais à l'époque, c'était comme, je me souviens avoir parlé au médecin et c'est comme ça que je me sentais et j'essayais de donner un sens à mon monde. Et étant enfant, j'avais beaucoup d'argent, pas d'argent, et il se passait tellement de choses et je ne connaissais personne d'autre qui avait traversé ce que j'avais traversé. Et donc je me suis dit, bon d'accord, je suis anormale. Alors je me souviens d'être dans cette unité psychiatrique. Ça pourrait te faire rire ou pas. Et je me suis assis et j'étais assis là et je me disais, comment diable vais-je sortir d'ici? Parce que ce n'est pas, je ne me sens pas fou, mais je suis entourée de toutes ces personnes qui sont folles. Et je me disais, tu connais ce film Vol au-dessus d'un nid de coucou? Alors j'étais là et ce truc de motel avec Jack Nicholson où il découpe Shining. Ouais, c'est ça. Et Shining. j'étais là, oh mon Dieu. Alors je me souviens être assis là en me disant, comment vais-je sortir d'ici? Et puis j'ai entendu ce message. Ils ont dit, et c'était externe. Donc, quand j'enseigne cela à mes étudiants, ils disent mais que c'est externe. Donc, pas dans ma tête. Ils ont dit fais semblant de ne pas nous entendre. Et j'étais juste comme oh, d'accord. Je me souviens d'avoir vu le médecin brièvement et d'avoir dit que tout allait bien, que j'étais en forme. J'ai juste eu un épisode de stress. Je vais bien. Je suis redevenue normale maintenant. Et c'était le seul moyen de m'en sortir. Mais à travers toutes ces expériences, d'être entourée d'autres personnes qui avaient littéralement traversé des choses similaires à moi, j'ai fini par devenir conseiller et je me suis formée en tant que conseiller en TCC, thérapie cognitive et comportementale. Donc, chaque tragédie, chaque drame qui m'était arrivé depuis mon enfance ou mon âge adulte, j'ai commencé à me former parce que je savais alors que, d'accord, il doit y avoir, parce que j'ai toujours ressenti en tant qu'enfant, qu'il y a un but, il y a une raison pour laquelle je suis ici. Et ça me dérangeait. Je ne savais jamais pourquoi, ni ce que j'étais censée faire. Et c'est pourquoi je trouve chez les clients qui viennent me voir, ou les starseeds, ou les gens qui entendent des voix et n'arrivent pas à les comprendre, ou les personnes qui ont traversé beaucoup de traumatismes. J'ai survécu à tout ça, et j'ai dit, vous pouvez survivre aussi. Et si je peux survivre à mon enfance,
vous pouvez faire face à tous les abus et tout ce qui s'est passé. Et donc, j'ai alors décidé de devenir conseiller. Et je l'ai fait. Je suis devenue conseiller et thérapeute pour aider ceux qui avaient vécu quelque chose de similaire à moi. C'est comme ça que j'ai survécu. Et puis, en avançant à travers les accidents, j'ai été handicapée pendant un moment aussi. Donc, il semblait que j'ai ri. Maintenant, c'est un peu comme si c'était mon école de la vie. J'avais besoin de traverser tout ce que j'ai traversé pour arriver à ce point où je suis maintenant, afin de pouvoir comprendre les autres comme dans le travail que je fais. Je peux parler à des membres de la famille, des VIP, à des personnes qui sont sans abri, dans la pauvreté, peu importe, parce que j'ai vécu certaines parties de ma vie qui me permettent de raisonner avec eux, de me connecter avec eux. Ça a été un peu un voyage, Alex, mais je ne suis pas prêt à partir. Je rebondis toujours. Et tu sais quoi? C'est tout ce qu'on peut faire, c'est continuer à affronter ces épreuves. Connaître les défis comme des moyens de grandir, c'est ainsi qu'on évolue. Être mis au défi et traverser des épreuves sont nécessaires pour grandir. Tout d'abord, personne ne s'en sort vivant. Vous en êtes la preuve vivante. Aucun de nous ne s'en sortira vivant. Mais ensuite, il n'y a personne ici qui n'ait pas de lutte, qui n'ait pas de conflit. C'est ce que tout cela est construit, comme une école, pour que nous traversions tout cela. C'est un programme. Oui, c'est niveau doctorat. Niveau doctorat, rien de moins. D'ailleurs, ce n'est pas l'école primaire ou la maternelle. Mais le fait est que je trouve toujours, en parlant à mes clients actuels et même en me regardant moi-même, c'est à travers ces moments les plus sombres. C'est apprendre à ne pas lutter pour ça, mais c'est apprendre à savoir que vous allez surmonter cela, mais vous devez être présent dans le moment pour l'absorber pleinement. Ceux qui continuent simplement à le mettre de côté et comme à l'ignorer. Et il y a ceux qui ne sont pas éveillés à cela ou ceux qui sont, je ne sais pas, une personne qui n'a pas de problème. Mais ensuite, je suis conseiller et médium, donc je vais rencontrer ces gens, non? Mais honnêtement, il n'y a personne qui ne traverse rien dans la vie. Mais ce que je fais, c'est les aider à renverser la situation, à voir que c'est la croissance de leur âme. C'est là que vous grandissez. C'est là que les choses se transforment. Et vous transcendez ce qui vous est arrivé est juste. Tenez bon, vous pouvez surmonter cela. Et je sais que c'est mon but et c'est ce que je fais avec mes clients tous les jours. C'est que vous êtes ici pour une raison et un but. Et quoi que vous appreniez, quelle que soit votre expérience, nous sommes ici pour aider tout le monde. Ce n'est pas juste le faire pour vous-même. Et je m'en vais et je vais bien. Il s'agit d'aider tout le monde. Nous sommes tous ici pour aider l'humanité, chacun de nous. Prêche, ma fille, prêche. J'adorerais ça. C'est merveilleux. Alors parlons de cette nuit ou de ce jour où tu as vécu ton expérience de mort imminente. Raconte-moi ce qui s'est passé, le jour ou la nuit qui a précédé. Oui, d'accord. D'accord. Donc, j'avais 2 enfants. J'ai toujours 2 enfants. Qu'est-ce que je raconte? Ils sont adultes maintenant. Ils ont genre 27, 29 ans. C'est comme, ce sont vos enfants pour toujours. Mais maintenant, ce sont eux qui me disent quoi faire. Donc, c'est un peu différent. Mais à l'époque, ils avaient 7 et 5 ans. Et c'est comme nous tous, quand on se précipite pour le boulot de 9 à 5, il faut payer les factures et il se passe des choses dans votre relation, vous êtes malheureux et il y a tellement de choses qui se passent et vous vous sentez déchiré et tiré dans différentes directions. Et je me souviens de ce matin où je me dépêchais de préparer les enfants pour l'école et je devais aller travailler parce que, évidemment, je devais joindre les deux bouts et payer les factures et tout. Et c'est comme, nous tous, on se laisse prendre par les détails, comme, on pense que le temps est toujours promis. On pense toujours qu'on a toujours la garantie du prochain souffle. Oui. Et on se dit qu'on remettra les choses à plus tard ou qu'on les fera plus tard. Et si j'avais su que c'était ce jour-là, la veille, je n'aurais jamais ou je n'aurais pas pu coucher mon fils ou ma fille pendant environ 4 ans parce que je ne pouvais pas marcher, alors j'aurais fait les choses différemment. Donc la veille de l'accident, il a un lit superposé. Mon fils et ma fille avaient sa chambre. Et je monte et je leur lis une histoire. Et je pense que même la veille, j'étais contrariée par mon travail, et je ne pense pas avoir été pleinement présent dans le moment en leur lisant ces histoires. Ce qui me fait encore mal aujourd'hui, cette expérience, cette émotion que je ressens encore. Et puis le jour où c'est arrivé, je les pressais, les mettant dans la voiture, et je les ai emmenés à l'école. Ils ont 5 et 7 ans. Et je me souviens, je les ai embrassés sur le front. Mais j'étais pressée, donc je n'ai pas pleinement ressenti cela. Je n'étais pas dans cette émotion. J'étais pressée. Alors, mes lèvres se contentaient d'embrasser leur front. Au revoir, je dois y aller. À plus tard. Et c'était tout. Et je partais. Donc je n'étais pas pleinement dans cette émotion.
Je n'avais pas ce contact visuel avec eux, je ne les ai pas pris dans mes bras ni rien et ça me fait vraiment mal aujourd'hui. Je me souviens que j'étais pressée, montée dans le train et ils étaient à l'école. On pense toujours, comme je dis, que c'était acquis. Et j'ai travaillé sur un projet à Londres pour un programme de compagnonnage pour les personnes âgées et mon travail. J'ai monté le projet, l'association, et pour recruter des bénévoles, pour aller voir les personnes âgées, leur lire leurs journaux ou autres. J'adorais le travail que je faisais à l'époque. Je le coordonnais et j'allais rendre visite aux personnes âgées. Et je me souviens de ce jour où j'ai dû écrire une lettre aux services sociaux à propos d'une cliente en particulier. J'étais vraiment inquiète pour elle. Personne ne lui rendait visite. Comme des poches de la société, certaines zones qui étaient autrefois délabrées, elles deviennent en quelque sorte gentrifiées. Et puis, la famille élargie, doit déménager parce qu'elle ne peut plus se permettre de vivre dans cette zone. Et c'est ce qui se passe dans cette partie de Londres. Et je me souviens très bien de ce jour-là, je pense que c'était vers 2 heures. Et je me suis dit, d'accord, je dois obtenir ça. Pas un email, mais il y avait une lettre dans une enveloppe. Et je me souviens que je pensais, d'accord, je dois partir maintenant. Je suis pressée. Je dois poster cette lettre et je dois aller chercher les enfants. Vous savez comme on fait. On se précipite toujours dans nos pensées. Et je me souviens quand j'ai quitté le centre communautaire, il y avait un club de 010 et toutes les personnes âgées disaient au revoir Anne et à demain, bla bla bla. Oui, au revoir. Et je suis sortie du bureau et je marchais dans la rue et dans ma tête, c'était comme d'accord, maintenant sans penser. D'accord, est-ce que je prends le train ou est-ce que je traverse la rue? Est-ce que je poste la lettre? Est-ce que j'achète un journal pour lire dans le train? Quelle heure est-il? J'avais la tête partout. Je suis épuisé rien qu'en écoutant. J'imagine à peine comment tu te sentais. Continue. Maman, que dire? Où travailles-tu? Tu sais, les hommes vont. Je sais. D'accord, cool. Donc là, tu sais, tu penses à faire la vaisselle et tu penses au dîner et tu sais, et je n'étais pas dans le moment présent. Je me souviens être arrivée au passage piéton, le passage pour piétons, au Royaume-Uni, à Londres, en plein centre. C'était sur Essex Road à Islington. C'est une partie de Londres. Je me souviens être arrivée là et j'ai pensé, OK, quelqu'un avait appuyé sur le bouton. Et j'ai pensé, s'ils ont appuyé sur le bouton pour dire d'accord, alors ça va passer au vert et tu peux traverser. Je vais le faire maintenant. C'est décidé. Je vais le faire. J'étais comme, d'accord, je traverse. Il y avait un îlot central et je me souviens qu'il y avait des gens à côté de moi, derrière moi. Je pense qu'on était environ 5 en tout. Et puis, je ne pratiquais pas la méditation à ce moment-là. Je ne me connectais pas vraiment à mes guides. J'entendais des informations sans même réaliser que nous avions des guides. Mais je pensais juste que quelqu'un était toujours là pour veiller sur moi, comme ma grand-mère, qui est morte quand j'étais plus jeune. Et à ce moment-là, quand j'étais sur ce passage au milieu de la route, j'ai entendu la voix de ma grand-mère. Elle s'est occupée de moi jusqu'à mes 15 ans parce que j'avais été retirée de mon environnement familial. Elle s'est occupée de moi parce qu'il y avait des moments difficiles à la maison. J'avais 37 ans ou quelque chose comme ça à l'époque. Et j'ai entendu sa voix me dire que tout allait bien se passer. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens avoir pensé, regarde, je dois traverser la route. Dois-je poster la lettre ou acheter le journal? Si je poste la lettre, cela signifie que je traverse la route en ligne droite. Si j'achète le journal, je dois aller en biais, peu importe. Donc, cela tournait dans ma tête et je pouvais encore l'entendre. Et c'était tout. L'humain, c'était tout. Je n'ai rien entendu ni vu, c'était tout. Ce qui s'est passé, c'est que quelque chose s'est passé. Elle a dit, achète le journal. Maintenant. Parce qu'elle avait dit, va chercher le journal. J'ai légèrement changé de direction. J'étais en biais, donc j'étais sur ma droite, et heureusement j'avais traversé la route à angle droit, et je n'étais pas allé tout droit. Plus tard, la police a dit que si j'étais allé tout droit, ma tête serait passée à travers le pare-brise de cette camionnette, et il n'y aurait pas eu de retour en arrière. Je veux dire, elle aurait été coupée nette, je veux dire, me connaissant, j'aurais mis la tête sous mon bras, j'ai dit, je suis prêt, allons-y, reprenons la vie. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, n'est-ce pas? Donc au passage, j'ai traversé à angle droit, et la camionnette m'a heurté sur le côté gauche. Je n'ai rien ressenti, je n'ai rien senti. Quand elle a dit tout va bien se passer, va chercher le journal, c'était tout. Et ça devait être à ce moment-là que la camionnette m'a percuté sur le côté gauche et j'ai rebondi. Ça m'a projeté au sol, je ne sais pas, à environ 30 pieds ou quelque chose comme ça. Et j'ai rebondi sur le sol. Et puis j'étais cassée. J'ai fracturé mon bassin. J'avais cassé mon genou. J'ai déchiré le cartilage de mon genou, eu 7 fractures au pied, déchiré ma cheville avec un tendon d'Achille endommagé, nécessitant des opérations. Mes reins étaient également endommagés, saignant en interne. Ma rate était endommagée, mes reins saignaient. Mes côtes des 2 côtés étaient fracturées, mais je ne me suis pas cogné la tête. C'était bien.
mais j'étais inconscient. J'étais juste inconscient. Je ne savais pas que cela m'était arrivé. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Et tout ce que je sais, c'est que la minute suivante où j'étais conscient, c'était que je regardais quelque chose. Mais je ne savais pas que c'était mon corps. Je regardais en bas et je pouvais voir et ressentir les émotions de tout le monde, toute leur énergie. Je pouvais tout ressentir. Et je voyais qu'ils étaient inquiets et paniqués. Et il y avait une dame qui possédait un salon de coiffure de l'autre côté de la route. Et elle est sortie en courant. Et je pouvais l'entendre dire: J'ai une serviette, j'ai une serviette, je vais la mettre sous son cou. Et les gens disaient: Non, ne la touchez pas. Et puis j'ai reconnu qu'il y avait un membre de la famille là. Il était sorti du bureau de poste et il m'avait vu par terre, et la couleur de son visage était passée du rose et charnu au blanc, et je me souviens de lui, ou blanc, grisâtre. Et il restait là, choqué, puis il a appelé mon partenaire qui travaillait plus haut dans la rue. Alors, je me souviens aussi que j'étais assise là, parce que ça a arrêté toute la circulation sur la route, comme vous pouvez l'imaginer. Une femme idiote s'était fait renverser. Comment osait-elle? C'est ce que j'entendais. Ce type était dans son camion, un gros poids lourd. Il parlait à son patron et il courait. Puis il parle de... Il y avait quelque chose à la radio Capitole, qui était la station de radio à Londres à l'époque. Toute la route avait été fermée. Ils allaient évacuer cette personne par hélicoptère après un accident de la route. J'entendais des sirènes en arrière-plan. Ce type parlait de moi comme si j'étais dans la cabine de son camion à un moment, puis je survolais ce corps et ressentais son énergie. À aucun moment je n'ai ressenti de douleur. Et puis, pendant que tout cela se passait, je me souviens que j'ai ressenti ça. Je sentais cette lumière autour de moi, cette lumière blanche, et je me sentais très chaud parce que c'était en mars 2002, le 11 mars, et il faisait assez froid au Royaume-Uni à ce moment-là, mais je me sentais chaud et je n'avais aucune douleur. Et pour moi, c'était comme si j'étais dans une sorte de bibliothèque circulaire. Et c'est familier parce que je fais maintenant des lectures akashiques et je fais mon travail en transe et je travaille avec le Conseil galactique et c'est familier pour moi de ce que j'ai vu à ce moment-là, ce que je savais, comme 20 ans plus tard, que j'allais finir par faire ce travail. Et je me souviens d'être là et je me souviens qu'il y avait de longs couloirs ou de longs passages où il y avait plein de livres et de parchemins. C'était comme ce que mon... Merci, je viens d'entendre, désolé, ils viennent d'arriver. C'était un peu comme ce que mon cerveau pouvait gérer en toute sécurité. Alors, ils m'ont montré ça, les livres et tout. Et je me souviens des livres ouverts. Je me souviens que j'avais un guide. Je ne savais pas que ça s'appelait un guide à l'époque, mais avec le travail que je fais maintenant, mon guide se tenait à mes côtés et un peu comme si le livre s'ouvrait. C'était magique. Il y avait des choses qui en sortaient et me montraient ma vie, mon parcours, de mon âme. Des parchemins étaient tirés. Et c'était comme ce grand plan, pas en papier, mais quelque chose qu'ils ont sorti. Je pense qu'ils ont dit que c'était comme un architecte de ma vie. Il y avait un plan de là d'où je viens. D'accord, merci. Désolé, ils sont là aussi. Fais comme s'ils n'étaient pas là. Fais comme s'ils n'étaient pas là. Comme ils ont dit avant, fais comme si tu ne les entendais pas. Si j'ignore leur présence, donne-moi un coup de pouce. Mais ils savent que je suis un peu nerveux, alors ils me poussent. C'était comme un parchemin, comme un plan de mon âme, du voyage que j'avais entrepris, et ils me montraient aussi des choses de vies antérieures. Et j'ai fini par devenir praticien des vies antérieures. Maintenant, en apprenant cela, je comprends maintenant que nos âmes sont sur un bouton de recyclage, comme une machine à laver, qui tourne en rond. Ils ont simplement dit que notre mission unique à chaque vie est de comprendre les leçons, pourquoi nous sommes là, qui nous sommes destinés à rencontrer, et pourquoi certains événements se produisent. Je me souviens d'être là, baignée dans cette lumière, et de sentir la présence de ma grand-mère, ainsi que celle des anges. Cependant, je n'avais pas mentionné cela auparavant, parce que je savais qu'ils étaient là pour me protéger, des archanges et tout ça. Évidemment, je n'étais pas censée mourir. Ils devaient venir pour me protéger, que j'étais ici pour un grand but, une grande mission. Et je me souviens avoir ressenti que tout ce que j'avais traversé, ou le travail que j'avais fait, tout le travail que j'avais fait, que c'était censé m'aider à devenir la personne que je deviens maintenant et la personne que je vais être à l'avenir. Et ils ont dit, pas qu'il y ait une chose telle que le passé, le présent et le futur. C'est ce que l'humain aime voir comme passé, présent et futur. Oh, ils ont dit qu'ils t'aiment bien, Alex. Tu comprends cela? Tout est une question de dimension. Oui, ils ont dit. D'accord, donc tu comprends.
Oh, ils aiment ça. Ils ont vu ton travail. Je ne l'ai pas fait. Désolée. Eux, oui, ils adorent ça. Vraiment désolée. Ils t'aiment bien, Alex. Il comprend les dimensions, le temps et l'espace. Il comprend parfaitement. D'accord, très bien. Donc, oui, ce jour-là, on m'a montré toutes ces informations et j'ai pu ressentir toute l'énergie, devenir très puissant et très fort. Mais je me souviens avoir regardé en bas et je ne réalisais même pas que c'était moi, Alex. Je ne savais pas que j'étais mort. Je ne savais pas que ce que je vivais était ce que je vivais. Je n'avais aucune idée du tout. Et je me souviens juste avoir regardé en bas ce qui se passait et c'était presque comme dans le film Scrooge, où il regarde et Scrooge est emmené dans différentes parties de sa vie. C'est un Dickens victorien. C'est un Dickens. Mais est-ce plus une rétrospective de vie? Ce n'est pas une rétrospective de vie, non. Eh bien, là où j'étais dans les archives akashiques, c'était comme une révision de vie d'où je venais. Ce qui m'était arrivé tout au long de ma vie, j'avais traversé. Nous avions eu de la violence domestique dans notre vie, et il y avait aussi des abus. Et je m'étais déconnectée à certains moments quand j'avais subi les abus, et je ne réalisais pas, en fait, ils étaient toujours là, mais je ne réalisais pas. Et c'est ce avec quoi je veux aider les gens. Si vous savez que vous avez des guides, si vous savez que il y a quelque chose là pour vous aider, ce serait plus facile pour les individus de traverser ce que vous traversez dans la vie. J'ai été handicapée 4 ans après, apprenant à remarcher. Et ce que j'avais traversé. J'ai commencé à tendre la main. Puis j'ai commencé à méditer pendant, essayant de m'améliorer après l'accident. Mais si nous sommes élevés avec cette connaissance qu'il y a quelque chose de plus que ce que nous voyons, ce n'est pas juste ce que nous voyons dans notre monde en 3D, je suis sûre que nous gérerions notre existence beaucoup plus facilement, beaucoup mieux. Alors ils me montreront tout. Mais je n'ai découvert que c'était moi quand mon partenaire, mon ex-partenaire, avait couru dans la rue, touché ma tête, et la première chose à laquelle il a pensé, ce qui était vraiment agaçant, il a pensé comment vais-je m'occuper de Rebecca et Nathan. Pas oh elle est morte, c'était plutôt comment vais-je faire. C'est tout à propos de moi. C'est tout à propos de moi. Oui, bon, c'est un narcissique, mais je ne devrais pas dire que j'en ai fini, que je vais bien. J'ai suivi une thérapie pour ça. Je devrais laisser tomber. C'est incroyable. Ça m'a bien appris. C'est mon expérience de vie humaine. Et oui, c'était alors lui qui me caressait la tête et en entendant ça, j'étais comme waouh. Et puis littéralement, j'ai entendu les ambulances arriver et ils avaient coupé mes vêtements et ils avaient électrocuté ma poitrine. Tu vois tout ça? Tu en prends conscience? Oui, au début, je n'ai rien ressenti. J'observais tout ce qui se déroulait. J'ai vu le paramédic, le vélo arriver. De là où j'étais, j'avais une vue sur la scène. On me montrait l'ambulance, mais je restais insensible. Ce n'est que lorsqu'ils ont utilisé les électrodes sur ma poitrine, mon cœur a comme sursauté, puis j'ai ressenti tellement de douleur. Pendant que je ne ressentais pas cela dans mon corps, on me montrait et on me disait tellement de choses, tellement. J'étais heureux d'être là où j'étais. Je sentais que j'avais ma place. Je ne me sentais pas anormal ou fou comme dans le monde en 3D. Je voulais rester là, mais on me disait sans cesse tu as une mission, tu dois retourner. On me le répétait constamment. Je ne voulais pas revenir. Et puis, quand je suis revenue dans mon corps, c'était comme le toboggan aquatique que l'on trouve dans un parc d'attractions. J'avais l'impression de glisser tout autour et de redescendre, et j'ai atterri dans mon corps, et ensuite j'ai ressenti la douleur. Je criais de douleur. Et dans l'ambulance qui m'emmenait à l'hôpital, j'ai littéralement perdu connaissance. J'étais entre deux états et je pouvais voir le toit de l'ambulance. J'ai vu. Quand j'ai été emmenée à l'équipe d'intervention, 3 équipes travaillaient sur moi. Si j'avais été pleinement consciente, je me serais dit oh mon Dieu, il coupe mon soutien-gorge, je suis nue. J'aurais été embarrassée, la réaction humaine normale, non? Mais j'étais au-dessus de mon corps, regardant en bas et je me disais, je pouvais sentir la tension. Donc, tu étais un peu entre deux états, parce que on dirait que tu avais un pied dedans et un pied dehors, parce que tu as été renvoyé dans ton corps, mais en même temps, quand tout ça se passait, tu étais encore un peu au-dessus de ton corps. C'était une sortie de corps. C'était une expérience de sortie de corps. Le cœur battait encore, mais c'était comme une expérience de sortie de corps à ce moment-là. Donc je pouvais regarder l'équipe d'en haut et ressentir ce que chaque membre de l'équipe ressentait. Ils étaient anxieux. Ils pensaient qu'ils allaient me perdre, donc tout le. Mon corps a été scanné et il y avait tellement de fractures et à un moment donné, la rate, je veux dire 40 assez rapidement, pour frapper le corps. Donc les organes bougeaient encore, ils ont dû attendre que l'organe se stabilise et ils ne pouvaient rien réparer.
C'était littéralement meurtri et contusionné. Et donc, ils ont tout coupé. Et puis, j'ai été emmenée en soins intensifs. J'y suis restée un certain temps et je me souviens de l'infirmière qui s'occupait de moi. Elle a dit, il y avait des moments. Elle a dit, je pouvais voir ta main se serrer. Et j'ai dit, où est ma grand-mère? Et elle a dit, il n'y a personne ici. Et ma grand-mère, qui est morte quand j'avais 15 ans, sous forme d'esprit, elle était à mes côtés tout le temps. Donc oui, c'était une bonne expérience. Alex, ça a l'air fantastique. Ça a l'air merveilleux. Je veux dire, une partie de l'histoire semble fantastique, l'autre pas tellement. Mais tout dépend de comment on le voit. Tout est une question de perspective. Tout est une question de perspective. Vous avez évoqué vos vies antérieures. Avez-vous pu y accéder? Si oui, comment? Ces vies antérieures ont-elles une influence sur votre vie actuelle? Oui. Donc, on m'a montré une vie antérieure ou le partenaire que j'avais. Parce que je ne fais pas de numérologie, mais j'ai un praticien en numérologie avec qui je travaille. Et c'était drôle. Mon ex-partenaire. Il est un numéro 8 et il y avait quelque chose de déséquilibré avec l'argent et des trucs comme ça. Maintenant, dans ma vie actuelle, il était très avare avec l'argent, très avare avec l'argent, et c'était contrôlant. Donc, il utilisait ça pour me contrôler, et d'une manière que je sentais que je ne pouvais rien accomplir. Donc, il était de ceux qui disaient, oh non, tu ferais mieux de ne pas conduire sur l'autoroute, il y aura un accident, ou non, tu ne peux pas faire ça, non, tu ne peux pas faire ceci. Donc, d'une certaine manière, je doutais de tout ce que je faisais. Maintenant, dans une vie antérieure, c'est intéressant. Donc, je fais ça en tant que praticienne des vies antérieures maintenant, mais nous venons en groupe d'âmes et chaque groupe d'âmes, votre unité familiale, joue certains rôles dans votre développement de l'âme. Je viens de l'entendre. Donc, développement de l'âme. Alors, ils peuvent prendre diverses formes et apparences dans toute vie. Donc, que vous reveniez en tant qu'homme ou femme ne change rien. Tout dépend de votre âme, pas du genre. Et dans une vie, votre mère pourrait être votre fille, ou peu importe, frère ou sœur, peu importe. Ainsi, dans ma vie passée, mon ex-partenaire était dans ce monde 3D, revient de l'époque victorienne où il serait quelqu'un que j'étais enfant, j'étais ramoneur, j'étais un petit garçon, et j'étais d'accord, merci. Ils viennent de me rappeler quelque chose. J'étais un petit garçon forcé de monter dans les cheminées. Et puis, je lui donnais l'argent que je gagnais. Et dans cette vie-là, mes enfants qui sont ici maintenant étaient mon frère et ma sœur dans leur vie précédente. Maintenant, la raison, c'est important, parce que plus tard dans la vie, comme dans cette vie, j'ai vu le docteur Brian Weiss pour une séance de vie antérieure avec lui. Il a écrit Many Lives, Many Masters. Docteur Brian Weiss. Et puis j'ai fini par m'entraîner avec lui, ce qui était très étrange. C'était environ 10 ans plus tard. Et j'avais quelque chose avec mes poumons dans cette vie 3D de ce que nous appelons la vie 3D. J'avais un problème avec mes poumons et c'était de l'asthme. Et les hôpitaux ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait avec mes poumons. Et ils ont fait des radiographies et des scanners de mes poumons et mes poumons étaient assez endommagés. Donc on m'a diagnostiqué une condition. Et ils ont dit, oh, vous atteignez un certain stade, c'était il y a 10 ans. Vous serez sous oxygène, vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Et ils m'ont étiqueté comme étant handicapée. Et donc, dans ma tête, c'était comme, oh, je suis handicapée, j'ai ce problème pulmonaire. Alors chaque matin, en me réveillant, je me disais, j'ai ce problème, et puis je ne peux pas bouger, je ne peux pas sortir. Et à propos, cela m'a intéressée parce qu'il m'avait dit, vous n'avez cette condition que si vous avez fumé 1000 cigarettes par jour pendant les 20-30 dernières années. Et je n'avais jamais fumé de ma vie. Alors, je suis allée voir différents praticiens, différents consultants. J'ai exploré le domaine médical. Ils ne comprenaient pas comment cela s'était produit. J'étais vraiment malade. C'est là que j'ai eu mon deuxième déficit proche, mon poumon s'était effondré. J'ai donc arrêté le docteur Brian Wise, pensant que cela en était la cause. Pourquoi cela arrive-t-il? Et pendant la performance, lors de cet atelier de week-end qu'il a fait à Londres, il est apparu que j'étais un ramoneur. Et j'étais comme quoi? Et en étant ramoneur à l'époque, j'avais inhalé toute la suie et cela avait endommagé mes poumons. Donc, c'est ce que je découvre en tant que praticien des vies antérieures. Certaines personnes qui viennent me voir ont des problèmes médicaux persistants ou un traumatisme qui se répète. Nous y regardons et parfois c'est littéralement une vie antérieure. Et quand vous le reconnaissez, c'est presque, ça ne se dissout pas, mais ça devient une partie de vous et vous l'acceptez. Et comme maintenant je devrais être aux enchères. Je ne le suis pas parce que je me suis dit ce n'est jamais, ça ne va pas m'affecter. J'ai eu 2 ans. J'étais chez moi avec de l'acrophobie. Je ne quittais pas ma maison parce que j'avais peur que mon poumon s'effondre à nouveau. Mais j'ai surmonté ça et je me suis dit non. Je regardais Dr. Bruce Lipton, Greg Braden,
Joe Dispenser. Je regardais leur travail et ça m'a aidé à comprendre. Mais quand j'ai compris que mon ex faisait partie de mon expérience de vie passée, j'ai commencé à comprendre mon parcours. Tout tournait autour de l'argent et de devenir financièrement indépendant. C'était croire en moi pour avancer. Et maintenant, je suis assez réussie dans le travail que je fais parce que j'aide d'autres personnes à démêler cela. Et donc maintenant, en construisant d'autres entreprises que je fais, je me suis éloignée de cette relation. J'ai réalisé que c'était le rôle qu'il jouait dans cette vie-là. Donc, quand on rencontre quelqu'un de violent ou toxique, il faut regarder plus profondément parce que cela nous montre une leçon pour nous apprendre à aller de l'avant, en fait, que vous pouvez en fait vous en sortir et avancer et vivre votre propre vie. Vous apprenez de cette expérience. Vous avez mentionné avoir eu 2 autres expériences de mort imminente. Sans entrer dans trop de détails, y a-t-il quelque chose qui s'est passé de l'autre côté que vous aimeriez partager? Oui, la deuxième fois, c'était mon poumon qui s'est effondré et puis j'ai rencontré un archange, alors que je ne croyais pas du tout aux anges. C'était vraiment la chose la plus étrange qui soit. Je me souviens dans la chambre, assis là, ne me sentant pas très bien, je ne pouvais plus respirer. Mon poumon s'est effondré. Ma fille a entendu un bruit sourd. Elle est montée en courant. Elle ne l'a pas vu, mais je me suis tournée sur le côté. J'étais effrayée et il y avait cet être de 30 pieds, d'une sorte, et c'était en forme d'ange. Et j'étais comme, oh mon Dieu. Et je me souviens qu'il disait que tu peux respirer, respirer dans le reste de ton corps. Alors il m'apprenait non seulement à respirer dans mes poumons, mais aussi que mon corps pouvait respirer. C'était une façon différente de respirer. Et je me souviens que ça m'a sauvée. J'ai été emmenée à l'hôpital et je me souviens qu'il y avait juste, voire plus de dossiers akashiques montrés autour. Et puis j'ai été présentée à l'archange Maître d'Orne, avec qui je travaille maintenant. Donc, toutes ces expériences étaient comme une préparation, comme une introduction à eux. Je veux dire, ils auraient pu penser à une manière plus facile de me présenter à l'archange Métrodon, non? J'ai parlé à de nombreux médiums vivants, donc peut-être que tu es spécial de cette façon. Je ne sais pas vraiment. Peut-être juste chanceux. Et puis, la troisième fois, j'ai été conduit en salle d'opération, où mon cœur a cessé de battre. Je me rappelle être entré dans une pièce toute bleue, puis dans une autre toute blanche. Le gars, habillé comme un dentiste, avait une coupe de cheveux vraiment étrange. C'était une expérience étrange et marquante. C'était droit ici, avec ses lunettes. Et il n'arrêtait pas de se retourner et de me regarder. Il disait je sais, je lui dis. Et il m'a dit retourne, on te l'a déjà dit. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Et je me sentais comme un enfant de 5 ans. On me réprimandait. Et quand je suis revenue, je me souviens que ces cloches sonnaient dans la salle d'opération. Et cet anesthésiste se penchait. Et il disait elle est de retour. Elle est de retour. Et je pense que c'était ça. Je ne sais pas, j'étais morte pendant environ 6 minutes ou quelque chose comme ça. Ils n'ont pas pu réanimer mon cœur, mais j'étais de retour dans la salle. Et cela ne s'est pas passé il y a longtemps. C'était celle-là. Laisse-moi voir. C'était 2018. Tu viens de dire ça? Tu m'as dit hors antenne qu'il t'était arrivé autre chose. Il y a environ un an? Oui. Tu es incroyable. J'adore ton énergie. Vas-y. Alors, l'année dernière, en janvier 2022, je traversais une période difficile. La vie était comme nous les humains. Les choses se passent, le stress et tout le reste. Et j'ai eu la chance que ma fille soit revenue au Royaume-Uni. Elle vivait avec moi juste pour un court moment, pour quelques jours. Et je me souviens que la veille, j'étais épuisée. Je me sentais vraiment fatiguée et vidée. Et je me souviens que le soir, eh bien, c'était le matin. Il était 02 heures du matin, le jour de la Saint-Valentin. C'était génial. Je n'oublierai jamais ça. Et je me souviens que j'ai dû ouvrir la porte parce que je sentais que j'allais être malade. Je me sentais tellement remplie que j'allais être malade. Alors j'ai ouvert la porte et puis je me souviens en sortant de ma chambre, j'ai un peu percuté, heurté le mur. Et après, je ne me souviens plus de rien. La minute suivante, je sais que ma fille, elle m'avait mis en position latérale de sécurité. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais eu une crise d'épilepsie, la première de ma vie. Et je vivais dans une maison des années 1930 à Londres, avec beaucoup d'escaliers. Et j'avais ciré l'arrière de mon cou. Et donc, je me suis cassé le cou. Alors, je me suis cassé le cou. J'ai eu une hémorragie cérébrale. Elle m'a mis en position latérale de sécurité. Et j'ai eu un AVC. Pendant 14 semaines, je ne pouvais pas parler. Quand je suis revenue de ça, je bégayais, je ne pouvais pas marcher. Oui, c'était grave. Je ne pouvais pas me nourrir. Mes enfants adultes ont dû rentrer pour s'occuper de moi. J'ai consulté, passé des scanners cérébraux qui ont révélé une hémorragie de ce côté. Maintenant,
Je suis diagnostiquée épileptique. J'ai dû voir le consultant en janvier dernier et ils ont jeté un coup d'œil et elle a dit: je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ça ne ressemble pas à un mini AVC. Mais j'avais pris des mesures, principalement. J'ai commencé à apprendre l'italien, j'ai recommencé à faire du roller et je fais du roller maintenant et je suis retournée à mon yoga, j'ai fait de la méditation profonde, j'ai demandé de la guérison et elle est professeure et elle n'en revient pas de ma récupération. Mais tu n'as pas eu une expérience de mort imminente dans cette situation. Non, en réalité, ce qu'il s'est passé, c'est que on m'a expliqué qu'il reconfigurait mon cerveau pour le rendre plus adapté à la canalisation que je pratique actuellement avec des êtres de lumière et le Conseil galactique. Ils ont donc dû équiper une partie de moi pour m'aider à saisir ce qui se déroulait. C'est très intéressant, d'après mon expérience avec les canaux, le système nerveux doit être préparé pour gérer cette énergie qui passe. J'ai entendu parler du recablage du cerveau pour être capable de. C'est comme l'ordinateur, moi, qu'il faut insérer de nouvelles puces ou faire un recablage pour pouvoir gérer ce qui arrive, parce que ça pourrait faire sauter un circuit. Oui. Et je pense que ça a fait sauter un circuit dans une certaine mesure parce que je canalisais comme un fou et le Conseil galactique et tout le reste. Donc, j'ai pris un peu de temps pour moi. Alors, quand tu es revenu de ta première expérience de mort imminente, l'as-tu gardé pour toi? Es-tu resté un peu dans le placard de l'expérience de mort imminente? Comment les gens autour de vous ont-ils géré cette nouvelle version de vous? Parce que vous êtes revenu différent. Et au fait, vous croyiez tout, n'est-ce pas? Vous ne pensiez pas devenir fou. Vous l'avez compris à un niveau très profond. Donc vous avez eu cette bénédiction. Donc vous compreniez, mais vous ne saviez pas comment le dire à vos enfants. Votre partenaire, tout ça. Comment ça s'est passé et comment avez-vous géré ça? C'était vraiment difficile parce que je me souviens que j'étais en fauteuil roulant pendant 2 ans, puis j'ai dû réapprendre à marcher pendant encore 2 ans avec une canne. Et je me souviens, j'allais à l'église maintenant, avec la famille qui était venue. Et mon partenaire était juif et les enfants allaient dans une école de l'église d'Angleterre. Je connaissais des bribes de religion. J'avais lu la Bible, j'allais au cours de catéchisme, j'étais à l'église. Mais ce que j'avais appris de la religion, ça ne répondait pas à toutes mes questions. Et puis, je me souviens que je suis allée voir le pasteur de mon église. J'étais en fauteuil roulant à l'époque et je lui ai raconté ce que j'avais vécu. Et il m'a dit: nous ne croyons pas à ça. Et j'ai dit: mais alors vous me traitez de menteur. Et il a dit: nous ne croyons pas à ça. Il est médecin. Au début, il a dit que nous pensons que c'est le cerveau. Et j'ai dit: vous savez, c'est drôle que quand j'étais conseillée, je croyais en la science et je croyais aussi que le cerveau intervenait d'une manière ou d'une autre. Mais je ne peux pas vous expliquer que je sais que certaines choses vont se produire. J'ai vu les tours jumelles avant qu'elles ne subissent cet attentat terroriste. J'ai vu ce que nous avons vécu sur la planète ces 2 dernières années avec le vaccin, et cela m'a été montré comme une apocalypse. Je travaille avec de nombreuses personnes à travers le monde. Je collabore sur des enquêtes de meurtre avec la police, retrouvant des personnes kidnappées et examinant des affaires non résolues pour comprendre comment les gens ont été assassinés. Comment puis-je en savoir autant sur des inconnus que je n'ai jamais rencontrés auparavant? C'était difficile, mais j'ai réussi à surmonter ces défis. J'ai été diagnostiquée avec un stress post-traumatique et j'ai eu une dépression pendant quelques années. Et c'est seulement grâce à des personnes comme vous que cela a été mis en lumière et que j'ai commencé. Pas vous, désolé Alex, mais d'autres personnes que j'avais rencontrées à cette époque-là. On remonte dans le temps. Vous êtes trop jeune, Alex. Tu vois, tu es si jeune. Tu ne faisais pas ça à l'époque. J'écoutais d'autres personnes et ils ont commencé à en parler sur YouTube et c'était Anita Manjari. J'ai lu son livre et j'ai vu son interview et je me suis dit: oh mon Dieu, c'est ce qui m'est arrivé et maintenant tout prend sens. Et donc oui, ma vie était comme waouh, peut-être que c'est ce que je suis censée faire, c'est de répandre ce message pour que les gens ne se sentent pas isolés et qu'ils n'aient pas à rejoindre une religion pour se connecter. Ils peuvent faire ce qui leur semble juste spirituellement et en âme. Oui, Quand tu es revenu, il semble que tu as toujours été médium ou que tu avais une sorte de capacité, des capacités métaphysiques avant. Tu es arrivé tout fait comme ça, comme j'aime le dire. Tu avais des éléments, n'est-ce pas? Tu ne connaissais pas les instructions, ce qui rend les choses très difficiles si tu les perds. C'est vraiment dur. Mais ensuite, après cette expérience de mort imminente,
Il semble que les choses se sont un peu intensifiées et vous avez commencé à revenir avec quelques séquelles. Est-ce juste? C'est exact, oui. Et littéralement, j'avais besoin de mieux me comprendre et je me suis intéressée à la guérison parce que je me souvenais de certaines expériences que je traversais. Alors je suis devenue maître Reiki et j'ai appris cela. Et puis je me souviens du jour où je travaillais avec mon tuteur et j'ai dit oh, cet organe me dit quelque chose sur ce qui se passe dans le corps de cette personne. Et elle m'a dit ce n'est pas du Reiki, Anne. Et j'ai répondu oh, je peux sentir quelqu'un ici. Et elle m'a dit tu es médium, tu dois aller au collège des études psychiques. C'est alors que je suis allée au célèbre, bien connu collège des études psychiques, où il y avait plein de consultants et de professeurs pour m'aider à mieux comprendre. Alors, expliquez-nous, pour les profanes, ce qu'est le Collège des études psychiques, parce que ça me fait penser à Poudlard. Je veux juste que tout le monde comprenne ce qu'est cet endroit et le genre d'histoire qu'il a. Oui, donc ça existe depuis plus de 100 ans. Et c'était Sir Arthur Conan Doyle qui a écrit tous les livres de Sherlock Holmes. Il est l'un des cofondateurs. Et il y a aussi des Américains, je ne me souviens pas de leur nom pour le moment, Edmund Sunbank ou un autre Edward, mais il était aussi l'un des cofondateurs américains. Et il y avait une femme célèbre à un moment donné. Elle était médium et avait reçu des informations sur son propre fils qu'il était mort. Et je me souviens que le ministère de l'Intérieur ou quelque chose en rapport avec la guerre à cette époque pensait qu'elle était une espionne parce qu'elle savait déjà que ce sous-marin avait été coulé. Ce n'était pas le cas. C'était grâce à son don de médium qu'elle en était déjà consciente. Donc, cela remonte à très très longtemps, où c'était un endroit où les médiums pouvaient se sentir en sécurité, comme un phare dans une tempête, vraiment, où c'est passé du divertissement à quelque chose de sérieux, où nous pouvons transmettre des informations aux autres pour les aider à se sentir connectés, que leur proche est allé ailleurs. Comme ce que je fais maintenant, quand les gens viennent me voir, si j'ai une tante, un oncle ou une mère ou un père de l'autre côté, ou même leur chien, chat ou cheval, ils se manifestent, et ainsi ils savent qu'ils sont en sécurité de l'autre côté, qu'ils vont bien. Parce que parfois, les gens s'inquiètent de cette étape de transition où il y a quelque chose qu'ils n'ont pas dit avant leur départ ou ai-je fait la bonne chose? Donc, au collège, cela vous aide à apprendre, à vous former pour devenir médium si vous le souhaitez, et cela vous aide. C'est là que j'ai appris davantage. Et maintenant, je suis consultant là-bas en tant que médium. Et c'est ce que je fais maintenant. Même à travers ma propre plateforme, j'aide les autres à comprendre. Parce que pour être honnête, Alex, pourquoi quelqu'un voudrait-il devenir médium? Pour être honnête, Ouais, ce n'est pas comme si tu roulais sur l'or d'abord. Ensuite, ce n'est pas comme si tu étais une star. Ce n'est pas comme si les gens n'allaient pas te regarder en se disant waouh, certains le font. D'autres se disent tu es sérieux? exactement. Mais je pense que c'est plus important, comme maintenant ce que je fais avec les gens, c'est plus important d'enseigner aux gens à être intuitifs pour qu'ils puissent s'aider eux-mêmes. Donc maintenant, ce que je fais à travers ma propre plateforme, c'est enseigner aux gens à devenir plus intuitifs, pour que cela les aide à comprendre leur parcours, de qui ils sont, afin qu'ils puissent travailler avec. Ils peuvent avoir leur guide et dire oh, devrais-je faire ça? Ou se connecter à leur moi supérieur. Donc c'est plus maintenant que je regarde la sagesse de l'âme et j'enseigne aux gens à travers ma nouvelle plateforme à se connecter à leur progression de l'âme et les aider à comprendre qui ils sont et quel est leur parcours. Quelle est la plus grande leçon que vous avez tirée? D'abord, de votre expérience de mort imminente la plus marquante, mais de toute en général. Ça m'a fait voir la vie vraiment différemment. Ça m'a fait penser que avant c'était voir pour croire. Maintenant c'est croire. Tu verras. D'accord. Et maintenant je me sens plus connectée à l'univers. Donc je sais qu'il y a plus que ça. Je sais maintenant que ce n'est pas nécessairement à propos des individus, des religions. Si c'est ainsi que tu te connectes, c'est génial. Que ce soit avec n'importe quelle religion, c'est bien. C'est davantage sur le message spirituel qui résonne en toi. Et c'est sans jugement. Et c'est comme il y a cette connaissance infinie et illimitée là-dehors que j'ai toujours eu cette soif d'apprendre tant de choses. Et ceci concerne notre apprentissage et tirer le maximum de tout cela. Et c'est à propos d'être présent dans l'instant pour absorber tout ce que nous pouvons, à chaque moment. Profite de ta vie telle qu'elle est maintenant. Et si c'est difficile, cela signifie juste que tu apprends quelque chose. Fruit. C'est une de ces leçons. C'est une croissance de l'âme. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Ouais, Maintenant, vous parlez de l'autre côté.
En parlant avec vous pendant cette conversation, ils connaissent mon travail. Dites-leur merci d'être des fans. Donc, vous êtes essentiellement un canal de transmission maintenant. Les canaux, différentes façons dont les gens se connectent à l'autre côté. Certains le font juste comme attends une seconde. Oui, comme tu le faisais maintenant. D'autres y vont à la manière d'Edgar Cayce, complètement dedans. Quel est votre style de Janwin? J'ai des sélections, donc ça dépend. J'ai mes guides ici et quand je fais ce travail, je leur demande déjà de venir. Donc je les entends. Ils me montrent aussi des visuels et ils travaillent avec mon dictionnaire de langue que j'ai. Donc c'est ce qu'ils font. Ce sont des guides. Ce sont des maîtres qui sont venus ici de nombreuses fois auparavant. Ils travaillent donc avec mon âme et aident. Leur mission concerne l'humanité, être ici, aider l'humanité à transcender, à avancer. Ils travailleront donc pour moi de cette manière. Et puis il y a d'autres moments où je vais plus en profondeur, les yeux se ferment, et alors j'ai différents maîtres qui se manifestent, et ils viennent pour répondre aux questions. Ils disent, tu as déjà fait ça avant, ils savent où tu iras. Alors, quand tu fais une transition, comme quand tu es complètement ailleurs, comme et que tu fermes les yeux et tout, es-tu toujours là? Ou t'éloignes-tu? Es-tu en retrait? Te souviens-tu? Je ne me souviens jamais. Même quand j'ai les yeux ouverts et que j'ai des séances avec mes clients, leurs guides, mes guides communiquent, les archives akashiques, tous communiquent. Je ne me souviens jamais des informations parce que c'est pour eux. Ce n'est pas pour moi. Peux-tu imaginer si Anne devait restaurer toutes les informations? Elle exploserait. Elle ne pourrait pas gérer. Elle aurait une autre hémorragie cérébrale. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et puis, il y a d'autres moments où, lorsqu'elle se déconnecte et que nous sommes autorisés à avancer, nous sommes nombreux en un seul, elle ne pourrait pas gérer cela. Donc, tous ensemble, nous devons intervenir. Alors, elle doit se fermer. Elle entend l'information, elle ne la retient pas, mais elle en garde toujours une essence. Ce n'est pas à elle de conserver l'information. C'est juste pour qu'elle soit le canal pur. Alors, nous t'avons perdu, Anne, pendant une seconde. Donc ils sont arrivés. Car je les entendais dire, elles. Je me disais, attends, sommes-nous? Ils viennent juste d'arriver. Oui, ils le font car j'ai donné. Je ne suis pas possédée, ni à cause de certaines personnes. Non, je sais ça. Oui, tu sais ça, mais certaines personnes seraient effrayées par ça. Mais c'est comme, littéralement, je leur ai demandé d'être là, présents pour m'aider à traverser ça au cas où j'aurais besoin d'aide. Et donc ils sont là. Mais oui, je suis un peu en arrière-plan. Merci. Ils sont en quelque sorte dans un état catatonique. Vous restez simplement immobile. C'est comme dans un cocon de chrysalide. Je reste là et j'attends qu'ils aient besoin de moi pour revenir, et ils savent comment faire. Je veux dire, Anne, comme tu le disais, qui voudrait être un médium? Et on dit ça avec tout l'amour du monde, mais c'est épuisant, c'est difficile, c'est quelque chose que, si ce que tu dis est vrai, ce que je crois, mais si d'autres écoutent, tu as des gens qui te parlent. Et tu es aussi médium, donc tu pourrais réellement te connecter avec d'autres. Être cher et des êtres chers disparus aussi. Tu gères tout ça, ma fille. Tu fais beaucoup de choses différentes. Ça doit être épuisant, physiquement, mentalement et psychologiquement. Je veux dire, je suppose que tu as un peu mieux compris ça de nos jours, mais quand même, ça doit te peser, non? J'ai hâte au week-end quand je prends mes jours de repos et je n'ai rien. J'adore ce que je fais. Tu sais ce qui me procure le plus de frissons, Alex? Quand j'ai travaillé comme médium, j'ai un être cher qui intervient et ils doivent transmettre le message parce qu'ils sont tellement préoccupés par leurs proches ici. Pour moi, je vois. Parfois, j'ai envie de pleurer parce que c'est tellement beau. Ils transmettent ce message sans qu'une femme vienne me voir et qu'elle ait fait une fausse couche ou qu'elle ait perdu son bébé et tout. Pour moi, je suis à son service. Je me vois à son service. Maintenant, c'est différent. J'apprécie cela en tant que médium, quand les gens viennent me voir, et je peux sembler horrible en disant cela, en tant que médium, si quelqu'un me dit, eh bien, je veux connaître les numéros de la loterie. Eh bien, oui, les obtenir. Parce que qui peut dire que vous êtes censé gagner à la loterie dans cette vie? Vous ne l'êtes probablement pas. Je déteste prédire l'avenir. Je ne suis pas un voyant. Il n'y a aucune chance. C'est plus de la médiumnité. Je transmets les messages des proches. Quelque chose qui a changé récemment, ce qui est très étrange et bizarre, et qui est assez nouveau pour moi, ce sont les êtres chers de l'autre côté, avec les êtres chers assis en face de moi, où ils ont un contact physique et du plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire?
quand ils ont réellement des rapports sexuels avec leur être cher qui vit ici alors qu'ils sont de l'autre côté. Je l'ai prouvé. Très style fantôme. Oui, comme des fantômes, comme un moment Whoopi Goldberg. Mais littéralement, ils ont du plaisir entre eux et ils sont de l'autre côté. Et je ne pensais pas que c'était possible. J'ai eu environ 12 clients récemment dans le monde entier qui sont venus me voir. Ils m'ont trouvé et ils ont dit savez-vous quelque chose sur mon mari? Et puis le mari me montre certaines choses de l'autre côté. Je suis là, d'accord, maintenant je ne suis plus embarrassée. Je dis en quelque sorte ce qu'on me montre et ensuite cette personne dit oh oui, c'est ce qui s'est passé la nuit dernière. C'est vrai. C'est génial. J'adore ça. Cela montre simplement que les différentes dimensions et le temps et l'espace ne font aucune différence. Et tu vis une sacrée vie, ma chère. Je dois te dire, tu vis une sacrée vie, vraiment. Je pense que tu devrais écrire un livre sur toi. Oh, il n'y a pas de doute, il doit y avoir un livre, absolument. Pendant que nous avons vos guides ici, y a-t-il quelque chose qu'ils veulent transmettre et dire au public dans n'importe quel aspect sur le monde, sur des choses, des messages qui aideraient les gens? D'accord? Merci. Bon, jetons un coup d'œil. Nous t'aimons bien, Alex, pour les informations que tu diffuses. Tu aides l'humanité à mieux se comprendre. C'est pour qu'ils soient plus à l'écoute de leurs ressentis. Pour être présents, ils doivent être conscients de leur voyage de l'âme. Beaucoup de gens avancent trop vite dans le monde sans vraiment se connecter à ce qui leur arrive en ce moment. Nous sommes toujours là et observons votre planète. Nous regardons toujours et sommes parfois inquiets pour votre planète. Nous ressentons qu'il y a une grande peur sur la planète à certains moments, surtout récemment. C'est à eux de chercher leur propre connaissance et sagesse, de chercher leur propre vérité, qu'ils y croient ou non. Mais c'est à eux d'aller plus profondément en eux-mêmes. Il n'y a rien à craindre. Toutes les dimensions sont entrelacées, interconnectées. Mais être attentif à ce qu'ils ressentent et à ce qu'ils attirent dans leur vie, c'est tout ce dont ils doivent être conscients. Mais être ouvert à la connaissance qu'il y a plus que ce qu'ils voient. Et s'ils pouvaient passer quelques instants à différents moments de la journée pour se reconnecter à eux-mêmes, pour mieux comprendre qui ils se connecteront davantage. Il y a plus dans la vie et elle est de retour. C'est drôle parce que c'est comme si je pouvais voir que c'est comme un conseil de personnes plus sages qui, Conseil des anciens. oui, qui essaient juste de transmettre des informations. Et c'est littéralement des gens comme moi captent simplement la fréquence comme une station de radio. Nous nous y connectons. Donc c'est là et les individus peuvent l'avoir. Il suffit de se régler pour recevoir l'information. Et nous devons te faire revenir juste pour faire un épisode entier de canalisation parce que je pense que ce serait très utile. Je pense que tes guides adoreraient ça aussi. Je vais vous poser quelques questions. Je les pose à tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie épanouie? D'accord. Je dirais, encore une fois, je pense que c'est être présent et ne pas trop réfléchir ou s'inquiéter, car parfois, on envoie notre cerveau trop loin en avant pour s'inquiéter de quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Donc, quand on fait ça, notre corps, en fait. Des substances chimiques circulent à l'intérieur de votre corps, vous rendant très stressé et vous faisant perdre le sens de la réalité. Alors, on s'inquiète trop. Et je sais, en tant que thérapeute, que certains de mes clients font ça. L'idée est de toujours se ramener au moment présent et de s'amuser. Les enfants le font si bien. On devrait les observer davantage. Ils mettent de la musique, ils dansent, et c'est ce que je fais. Je fais du roller. J'ai 54 ans et je peux patiner en arrière, sauter et tout. Il s'agit donc de profiter autant que possible de la vie, de voir les choses amusantes et de ne pas se laisser submerger par les factures et les soucis, car cela ne sert absolument à rien. Il s'agit de se ramener ici et de trouver du plaisir, que ce soit de la musique gratuite ou des amis pour rire. Si tu pouvais sauter dans une machine à remonter le temps et revenir en arrière et parler à ton toi plus jeune, que dirais-tu à cette petite fille? Oh mon Dieu, je t'en prie, sors de cette relation au plus vite, car cette personne est un narcissique. Jeune fille, bébé. Je l'ai rencontré quand j'avais 19 ans. Si je pouvais revenir à mon moi plus jeune, je dirais, tu sais quoi? Tout ce que tu entends, Anne, c'est parce que tu es douée et talentueuse.
et ne pense pas que tu es folle ou dingue et que les gens ne te comprennent pas. Si je pouvais revenir, je dirais, tu as ça, continue comme ça. Très vrai. Comment définissez-vous Dieu? Intéressant. Sachant que je connais ces religions. D'accord. Donc pour moi, je verrais le mot Dieu, mais je verrais l'univers comme un tout. C'est une énergie unifiée. Je ne le verrais pas comme cet homme blanc avec cette barbe blanche. Je ne verrais pas ça du tout. Et c'est un peu comme, d'accord, merci, ils viennent de me rappeler, c'est un peu comme la façon dont nous voyons Noël et le Père Noël. Ce n'est pas nécessairement le Père Noël qui est Noël. C'est plus la joie, le don, la réception et être unis. Vous savez, vous ne pouvez pas voir cet esprit, vous ne pouvez pas voir cette joie, mais vous voulez tous rentrer chez vous pour Noël ou être avec vos proches. C'est ce sentiment. Et pour moi, quand je pense à Dieu, c'est ce sentiment d'être connecté. C'est être connecté comme un, comme l'univers. Et peu importe l'étiquette que vous voulez y mettre, ça me va, mais c'est comme ça que je vois l'unité avec tout l'univers. Et quel est donc le but ultime de la vie? C'est la croissance de votre âme de continuer à tourner et à se recycler. Non pas pour continuer à tourner, mais pour trouver la compréhension. D'accord, merci. Ils parlent juste de particules et maintenant elles vont s'unir. D'accord, merci. Ils m'ont juste montré, vous savez, je ne sais pas si vous avez ces oiseaux dans votre pays, mais quand les étourneaux volent ensemble ou quand vous voyez des oiseaux voler ensemble, ils parlent des particules de l'âme. Donc, c'est comme si tout dans l'univers bougeait comme ça. Et puis, quelque chose comme, vous savez, quand les oiseaux parfois partent dans une direction différente. C'est une partie de l'âme qui décide. D'accord, c'est mon tour. J'arrive. Je saute dedans. C'est mon tour. Je vais essayer ça. Et il s'agit de s'amuser. Du but de la vie est de vivre. Il s'agit d'explorer. Il s'agit de la croissance. Ces particules ont leur propre intelligence. Donc, il s'agit d'apprendre, d'absorber. Donc, c'est juste un recyclage. Quelqu'un a dit un travail de recyclage, mais c'est un recyclage de revenir et être un avec la planète. D'accord, merci. Il faut que ça ait ce mouvement. Il faut que ça ait ça pour créer les océans et tout le reste. Ils ont dit. Et puis quelqu'un a juste dit, vous êtes la planète bruyante de l'univers. Dans l'univers, la galaxie Terre, à cause de la façon dont les humains sont programmés avec notre cerveau. Désolée, je ne sais pas si cela a répondu à votre question car j'étais dedans et dehors avec eux. Tu es fascinante, Anne. Je t'aime. Tu es absolument fascinante. Où les gens peuvent-ils en savoir plus sur toi et le travail incroyable que tu fais? D'accord, c'est parfait. J'ai développé une nouvelle plateforme, Odyssey, sur Instagram. Veuillez nous suivre. Je m'assois avec mes nouveaux praticiens pour les coacher et échanger avec eux. Donc mes coachs, mes guides viennent coacher mes praticiens qui travailleront avec des individus pour les aider à traverser ce qui se passe dans leur vie. Donc le site web est www.odysseytheplatform.com. Oui, et contactez-moi simplement par ce biais et vous trouverez tous mes magnifiques praticiens qui sont là pour aider. Avez-vous un dernier message pour le public? Oui, ne prenez pas la vie trop durement et arrêtez de vous juger, profitez. Soyez indulgent avec vous-même. Et ce fut un plaisir de parler avec vous, vos guides et des invités spéciaux inattendus. De rien. Ils sont tellement impolis. De rien. Nous devons absolument, absolument vous inviter à revenir pour une conversation complète de canalisation. Je pense que ce serait génial. Mais j'apprécie ce que vous faites pour le monde et pour aider tout le monde. Alors merci beaucoup. Et un grand merci. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.